Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à la première de Autisme Online. Alors, qu'est-ce que Autisme Online? Bien évidemment, je ne vais en faire qu'une synthèse très rapide puisque nous avons autour de la table des spécialistes, des gens qui sauront en parler. Alors, l'idée d'introduire cette première émission, c'est tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, vous dire que vous êtes venus dans un moment, je dirais, assez unique dans le sens où il s'agit de la première de Autisme Online. C'est une première. Il y en aura bien plus et plus tard. Donc aujourd'hui, je vais laisser Zora parler de cette émission autour d'invités. Il y aura Françoise, il y aura Lila, il y aura Nora. Moi, je ne suis qu'un invité furtif, juste de passage pour vous dire bienvenue. Bonjour Zora. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel problème tu vas nous poser? Le problème aujourd'hui, ça va être le problème, comme vous savez très bien, c'était bientôt la rentrée, et du coup il y a toujours des problèmes de scolarisation avec les enfants autistes. Et aujourd'hui, je voulais faire une émission spéciale sur la scolarisation, et du coup qui dit scolarisation dit déscolarisation, donc on parlera des deux, parce que les deux vont ensemble finalement, parce qu'il faut savoir qu'il y a 80% d'enfants autistes qui sont déscolarisés aujourd'hui à l'heure actuelle, ce qui est énorme. Et les autres enfants qui sont scolarisés sont parfois, entre guillemets, mal scolarisés. Il y a parfois des notifications MDPH qui ne sont pas respectées. D'ailleurs, Laura, ton fils, quand il allait à l'école, souvent, on t'appelait, des fois il restait 1 heure, on t'appelait pour te dire oui, il faut venir le récupérer, alors qu'il était notifié à plusieurs heures, 12 heures par semaine. Mais qu'est-ce qui fait que 80%, parce que c'est une chose qu'effectivement j'avais entendue en 2016 lors de nos premières émissions. Oui, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, d'accord. Ça n'a pas bougé. On t'avait invité d'ailleurs, Nora, il y a 4 ans. Oui. Et l'état des lieux, aujourd'hui, on est vraiment en stand-by. On essaye un petit peu de faire connaître. En fait, le but aussi de cette émission, c'est de sensibiliser et de rendre accessible l'autisme, parce que l'autisme aujourd'hui est très mal connu et souffre de beaucoup de stéréotypes. Et nous, on voulait, avec ces prochaines émissions et cette émission, appuyer surtout sur... moi, ce qui me tient à cœur, c'est le potentiel des enfants qu'on doit mettre en avant et pas d'appuyer tout le temps sur les difficultés. Et donc voilà la raison de cette émission. Donc vous êtes là pour des solutions? On est là pour des solutions et pour des j'ai vu Françoise qui n'était pas très d'accord, mais qui va nous en dire un peu. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je vous abandonne lâchement comme d'habitude. C'est une de mes particularités. Je vous dis, en tout cas, bonne émission. Moi, je serai évidemment à la régie avec ma collègue Myriam qui a commencé à prendre, non pas le relais, mais le démarrage. Et je te souhaite bon courage pour cette première. Merci beaucoup. Installe-toi correctement. Moi, je suis là pour assumer et assurer la logistique. Ouais. Et je te souhaite bon contact avec WhatsApp. Visiblement, il y a des gens qui attendent, qui sont dans les tuyaux. N'est-ce pas? Oui, il y en a un que je vais appeler d'ailleurs. D'accord. Eh écoutez, bon courage à vous et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, avant de démarrer, je voudrais faire une dédicace à Owen, qui est né le 1er septembre 2009 et qui est aujourd'hui sorti du système scolaire parce que autiste dit sévère, non-verbal, et dédicacer aussi cette émission à tous les enfants déscolarisés et les enfants exilés aussi en Belgique à l'heure actuelle aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va démarrer en appelant, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Sophie Janois n'a pas pu se rendre disponible parce qu'elle est malade. Donc elle viendra certainement à la prochaine émission. Je voudrais appeler là tout de suite en direct Messaoud qui va nous parler de son enfant. Et ensuite, Nora, on parlera d'Iliane. Ok. Alors. Bon. J'arrive pas à l'appeler. Donc on va attendre un petit peu. Et puis on va passer tout de suite à toi, Nora, finalement. On va parler un petit peu. Alors Nora, moi je vais expliquer aussi, je vais expliquer un peu comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a quand même pas mal d'années. Iliane, il avait quel âge? En 2012. Iliane, il avait 4 ans, c'est ça? 5 ans? T'es tout petit, Iliane. T'es petit comme un... Aujourd'hui, il me dépasse. Ouais.
Ça, c'est sûr. Et donc, à l'époque, tu étais un peu sans solution, tu n'avais pas d'intervenante pour aider Iliane, donc tu es venue me contacter. Et on a pu un peu faire un travail quand même, on a quand même plutôt pas mal avancé, il y a quand même eu pas mal d'avancées. Mais il y a eu quand même, pendant tout ce chemin, beaucoup de difficultés à l'école. Donc, on va juste laisser de côté la partie maternelle, on va commencer directement à la partie primaire, à l'école primaire, ce qui s'est passé, à moins que... Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de primaire. Il n'y a pas eu de primaire. En fait, il est passé directement... De la grande section. Ils l'ont fait redoubler, voilà, c'est ça, plusieurs fois. Ouais, voilà. Il avait fait redoubler la moyenne section. Ouais. Et parce que du coup, on habitait sur la commune de Chelles et ensuite après j'ai déménagé sur la commune d'Aulnay. Ouais. Donc du coup, j'avais demandé que Iliane redouble sa moyenne section, ouais. Ce qui a été accordé. Et par la suite, il a fait la grande section. Et à la fin de la grande section, on m'a dit, madame, Iliane n'a plus sa place à l'école. Mm-hmm. Donc sa place, c'est en IME. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à l'époque, la référente MDPH m'avait dit « Vous inquiétez pas, en septembre, il aura sa place, il sera pris en charge, tout ça. » On a vendu du rêve. D'accord, oui, c'est vrai. Du rêve. Donc, ok, pas de souci, on entame les démarches auprès de la MDPH qui me notifie plusieurs IME. Et par la suite, quand j'ai appelé ces IME, on m'a dit « C'est pas la seule. » Il y a 80 enfants avant Iliane. Ouais. Donc, pas de place, pas de solution. Et donc, Iliane est quand même restée à la maison avec moi 3 ans. 7 jours sur 7, 24 heures oui, sur donc 24. du coup, tu as dû arrêter le travail. Voilà, je me suis mis en congé de présence parentale. Par la suite, j'ai eu un licenciement économique, mais j'ai pas pu être repris par la boîte parce que j'avais pas assez d'heures, étant donné que j'étais en congé de présence parentale. Donc, clairement, j'ai perdu mon travail. Ouais. Et du coup, la solution, c'est moi-même qui l'ai trouvée. À l'époque, j'avais contacté l'association Toupi. Oui. Toupi qui font d'ailleurs un travail remarquable. Hein. J'invite tout le monde à regarder sur le site leur association. Ils font vraiment un travail remarquable. Ils ont aussi une assistante juridique. Ils peuvent aider pour tout ce qui est dossier MDPH et orienter. Ils font des cafés rencontres, etc. Et comme ça, les parents aussi peuvent se retrouver entre eux et échanger avec leurs enfants. C'est ça. Et du coup, j'ai appelé cette association. À l'époque, quand tu travaillais avec Iliane, on s'était dit pour qu'il régresse pas, si un jour il a une place. Et donc du coup, j'avais appelé pour savoir quelles étaient les démarches à faire pour que Iliane ait des devoirs à la maison, quoi, l'école à la maison. Donc du coup, j'ai expliqué ma situation à cette personne qui était la secrétaire de l'association Toupi et qui m'a dit « Mais attendez madame, je vais vous donner un numéro de téléphone d'une dame qui se trouve en Belgique et qui s'occupe des enfants de France qui sont déscolarisés. Ouais. » Donc, qui s'appelle Isabelle, je ne sais plus son nom de famille, Resplendino, je crois. Ah, Resplendino, oui. Voilà, tout à fait. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, j'ai été mis en contact avec elle, qui m'a ensuite envoyé par mail un document avec tous les établissements de la Belgique, recto verso. Hein. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant en trouver voilà. un. Et du coup, je les ai appelés, j'ai contacté, j'ai été visiter des établissements. Et aujourd'hui, Iliane, il est scolarisé en Belgique. Oui. Voilà, ça fait 4 ans et demi. Donc ça fait 4 ans que tu fais les allers-retours. 4 ans que je fais les allers-retours. Puisque c'est pas le taxi qui te voilà. Ça aussi, il y a une histoire avec le taxi, puisque avant c'était pris en charge. Et il faut le savoir quand même. Parce que... Voilà, on m'a dit clairement que c'était pas pris en charge, qu'il fallait faire un recours. Actuellement, j'ai fait les démarches. Je suis en attente de la réponse de la sécurité sociale. T'es en attente depuis 4 ans? Depuis j'avais fait, parce que c'est énorme. J'avais fait les frais une demande. Oui. Ouais, j'avais fait une demande. Je suis tombée sur une dame de la sécurité sociale qui m'a dit mais ça va pas. On fait pas ça. Ouais. Et en plus, elle m'a dit clairement, c'est l'école, c'est pas des soins. Mais l'école, c'est des soins pour lui. Pour un accompagnement pour lui, bien sûr, adapté. Voilà. Et à l'école, il y a psychomote, orthophoniste, psychologue,
Il a tout ça Il a tout. dans son Il fait établissement. même du théâtre et de la Ouais, musique, il me semble. Ouais, c'est ça. Il fait même des cours religieux. Ouais. On est de confession musulmane, donc Ouais. voilà, il fait ça. Je trouve que il fait du poney. Il apprend à aller au magasin, faire des courses, plein de choses. Oui, quoi. tout ce qui est autonomie et tout Voilà, ça, ça a bien exactement. été développé. Ouais. Piscine, tout ça, à l'époque, quand il n'y avait pas le Covid. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Mais voilà, et du coup, on m'a dit non, vous n'y avez pas le droit parce que c'est pas des soins. Donc j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et par la suite, j'ai rencontré des parents qui, eux, déposaient aussi leurs enfants. Ouais. Mais eux avaient fait un recours auprès de la sécurité sociale. Et apparemment, on m'aurait dit que ça dépendait des sécurités sociales des départements. Donc, j'ai rencontré une dame du 78, elle, ça lui a été accordé. D'accord. Et sa fille est dans le même établissement qu'Iliane. D'accord. Il y a Donc, une autre famille aussi, qui sont du 92, Ouais. ça a été accordé. Donc il y a vraiment des dysfonctionnements, quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai relancé parce que je trouve que c'est injuste. Oui. Que certains départements ont droit et d'autres pas du tout. Bah ça me fait penser un petit peu aussi aux MDPH qui n'ont pas forcément les mêmes budgets. C'est Et ça. pour un enfant qui a le même profil, parfois que ce soit du 92 ou du 75 ou bien du 93, il n'aura pas forcément les mêmes montants alors que c'est la même. Exactement. Ouais, voilà, c'est exactement la même chose. Du coup, aujourd'hui, actuellement, l'aide que je touche de la MDPH pour les frais de transport, c'est la PCH Transport Ouais, qui me prend en charge un voyage. d'accord. Donc, auparavant, Iliane, j'allais le chercher tous les week-ends. Ouais, Financièrement, ça ne suit pas. oui, c'est sûr. Donc, malheureusement, je dois mettre mon fils un week-end sur deux. Il reste en internat. Au D'accord. lieu d'être à la maison, en famille. En famille, ouais, d'accord. Donc, voilà. Et en plus de ça, on me demande de justifier. Oui, Quand je vais chercher Iliane et quand je le redépose. d'accord. Pour pouvoir être payée. Si je ne justifie pas, je n'ai rien. Sachant que c'est eux qui ne trouvent pas de solution. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Bon, Nora, je vais juste présenter rapidement les Oui. deux invités qui sont aussi avec nous. Excusez-moi, je suis passée directement sur Nora. J'ai attaqué direct. Parce que voilà, elle avait fait l'émission avec moi il y a 4 ans et ça me tenait à cœur qu'elle soit là, présente aujourd'hui. Alors, Françoise Doroc, bonsoir. Toi, tu es fondatrice et directrice de l'association Apt Autisme qui propose des cours de pratique artistique. Donc, c'est musique, piano, instruments confondus. Voilà, et tu es fondatrice aussi de Apt Paul Répit qui propose des accompagnements pour les enfants. Ça aussi. Voilà. Lilia, toi tu es... Bonsoir Lilia. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, Ça ça va va très bien, merci. Toi tu es responsable pédagogique et qualité dans un IME. Absolument. Alors, je vais en profiter pour rebondir, pour pouvoir appeler Hichem, qui lui a un projet qu'il va nous présenter. J'espère qu'on va l'avoir, parce que j'ai pas eu mes Saoud. Et par rapport aux adolescents, parce qu'en fait, j'ai échangé avec lui. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Jamel, je me donne. Ça coupe en fait. Excusez-moi. Voilà. Je sais pas. Je sais pas comment faire parce que ça coupe. Je sais même pas s'il m'entend. En fait, Hichem, il est responsable de l'association Saisis Pas et il veut monter un projet l'année prochaine, en 2022, donc une grande structure qui accueille vraiment tous les enfants, tous les profils et tous les enfants autistes. Et ouais, mais ça fonctionne pas, je vais les appeler. Tous les profils. Et parce que souvent à l'adolescence, avec les enfants autistes, on n'a pas vraiment de solution d'entre-deux, etc. Et les parents se retrouvent vraiment bloqués. Et je voulais qu'ils nous en parlent aujourd'hui. Donc voilà. Alors écoutez, Françoise, on va en profiter pour échanger avec toi, pour que tu nous présentes un peu tout ce que tu fais avec les enfants, ton rôle, la collaboration que tu as avec les parents et le lien avec les enfants.
Ok, Zora. Pour rebondir un tout petit peu sur la dernière phrase dont tu as parlé, Oui. les enfants et les adolescents, Oui. je trouve qu'il y a encore une catégorie beaucoup plus en grande difficulté, ce sont les jeunes adultes. Oui, oui, oui. Ça sera l'occasion. Un niveau d'abandon Ah oui, oui. absolument épouvantable. Voilà. Bon. Même au niveau de Donc, l'emploi, etc., voilà, c'est une catastrophe. Et puis même au niveau de quand ils sont installés dans des masques ou dans des femmes, enfin il y a de vrais problèmes, je dirais, d'accompagnement, puisque ça manque beaucoup de personnel. Et pas seulement ça, ils sont très confinés chez eux aussi comme ça. C'est pour ça que moi j'ai mis en place, à partir de cette année, une collaboration, un partenariat avec un conservatoire de Paris, le 14e arrondissement, où nous proposons à titre gratuit pour les jeunes adultes justement qui sont dans un FAM, dans un foyer, des cours de danse hip-hop. Super. Pour leur permettre de sortir un peu de leur enfermement et puis surtout d'être dans les collectifs, de travailler le lien avec l'autre, voilà. Et à travers la danse, on obtient des résultats assez extraordinaires en termes de lien social, les uns avec les autres. Bien, alors moi je suis donc psychologue et professeur de piano. J'ai créé en 2006 l'association Aptotisme parce que j'ai mis en place une pédagogie adaptée pour enseigner la musique justement à tous ces jeunes autistes qui sont abandonnés, discriminés, rejetés partout. On parle beaucoup de l'école. Moi, je suis très concernée par ça, non pas parce que j'ai des enfants ni de petits-enfants, mais parce que les familles que nous suivons, et nous suivons avec la musique 2500 familles ici en France actuellement, voilà, et nous suivons donc aussi de l'autre côté 50 familles par les prises en charge avec des psychologues cliniciens, donc des familles que j'en côtoie depuis des années d'une façon permanente, et je dois dire que la problématique de l'école, elle est scandaleuse. Oui. Vraiment, je ne mâche pas mes mots et je lui dis, elle est hyper scandaleuse parce que, encore l'autre jour, une maman est venue avec un enfant scolarisé 1h30 par semaine. Peut-on parler de scolarisation dans des conditions pareilles? C'est absolument éminemment scandaleux. Donc il y a ce problème-là, mais ce problème-là, on le retrouve aussi avec les conservatoires et les écoles de musique. Parce que quand vous prenez rendez-vous dans un conservatoire pour inscrire votre enfant et que vous ne parlez de rien, et quand vous arrivez, on vous dit, vous, bien sûr, pas de problème, venez avec votre fils, la maman arrive, vient avec le gamin, elle dit, ah, c'est dommage. Entre le moment où vous m'avez appelé aujourd'hui, je n'ai plus de place. Donc on a aussi ce genre de discours dans les conservatoires. Donc moi, en tant que musicienne et très très investie dans ce domaine-là, j'ai toujours été scandalisée de ces comportements absolument inadmissibles sur le plan sociétal. Pourquoi inadmissibles? Parce que ce sont des enfants qui ont une richesse personnelle et des compétences insoupçonnées. Ouais. Moi, je le vis au quotidien. Ces enfants-là, il faut aller chercher au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut, cette fameuse bulle cystique, il faut aller fouiller, aller chercher au fond de cette cachette, quelque part, qu'ils enfouissent vraiment dans leur propre bulle leurs compétences. Moi, je n'autorise pas mes professeurs, parce que j'ai formé plus de 85 professeurs, je n'autorise pas mes professeurs à rechercher les incompétences. Je ne leur autorise que de rechercher les compétences des enfants sur lesquelles on va s'appuyer pour avancer et enseigner la musique. À partir de là, on obtient des résultats absolument fabuleux parce que tous font des concerts sur scène. Je dis absolument que tous les enfants, qu'ils soient mutiques, pas mutiques, etc., montent sur scène. Donc en termes d'inclusion, c'est bien respecté. Je veux absolument qu'il y ait une inclusion totale par la musique. Oui, c'est une inclusion dans le tissu social. C'est un regard sur ces enfants-là qui évolue parce que quand les gens s'aperçoivent, quand je fais des concerts, ou sur la salle il y a mixité, c'est-à-dire des enfants ordinaires et des enfants confondus, tout confondu. Derrière l'instrument, le handicap disparaît. Je dis toujours à la salle, je ne vous dis pas qui est qui. Ça ne vous regarde pas. Ça permet d'avoir un autre regard. Vous venez écouter des enfants qui vous font une audition. Voilà. Et à partir de là, on arrive à des résultats faramineux. Une de mes élèves va jouer à la fin du mois du 25 septembre. Elle va chanter l'opéra alors qu'elle est mutique. Elle chante l'opéra. Magnifique. Devant notre président de la République, dans la cour des Invalides où il y a une célébration officielle. Quel plus beau privilège que de présenter des enfants comme ça. Et une de mes pianistes fait un concert Chopin. Là aussi, dans cette cour des Invalides. Quel meilleur regard. Et pas des aspects, je précise. Parce que ouais. D'accord. François, je vais essayer d'appeler, je vais essayer de rappeler les invités aussi qui nous attendent. Allez-y. Ça fonctionne pas. Jamel il m'a dit que ça fonctionnait, mais ça fonctionne pas. On va en avoir aucun. On en aura plus la prochaine fois. Ouais. C'est dommage. Bah ouais. Je comprends pas pourquoi ça bloque. Alors je vais essayer de faire appel. Excusez-moi. Tout à l'heure on a fait un test, ça a fonctionné. Ouais.
Il y a un problème au niveau de... Bon, c'est pas... Peut-être du réseau. Bah, je sais pas. Ouais. Bon. Bah, on va continuer. Maintenant, je vais donner la parole du coup à Lilia. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, ce que tu fais. Tu m'avais dit que ça faisait 27 ans, c'est ça, que tu travailles avec un public d'autistes. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Écoutez, merci en tout cas déjà Zora pour l'invitation. C'est très gentil à toi. Mais déjà, je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Nora, parce que ça me touche énormément. C'est toujours, je constate encore à ce jour que c'est toujours le parcours du combattant vis-à-vis des parents, que ce soit pour trouver une intégration scolaire ou que ce soit pour trouver une activité. Alors que c'est un droit. Alors que c'est un droit. C'est aberrant de voir encore qu'aujourd'hui les parents n'ont pas suffisamment, je trouve, d'accompagnement et de soutien par notre système. Je trouve qu'il est assez défaillant à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je vous admire pour ça, parce que vous y allez, vous êtes combattante en tout cas, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans le même cas que vous, donc c'est vraiment je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui sont seules, qui élèvent leur enfant souvent seul, en fait, leur enfant autiste seul, donc du coup c'est doublement difficile en fait. Déjà, en plus il y a une fratrie, en plus il y a des frères et sœurs, ça devient compliqué pour l'organisation familiale, plus au niveau social également, parce qu'il faut aussi pouvoir donner à manger à ses enfants. Absolument. Et d'être sereine. Et c'est très important. Oui. Alors moi, pour parler un petit peu de mon parcours, en fait, c'est vrai que j'ai commencé il y a 27 ans en arrière. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle par être AMP, aide médico-psychologique, qui est anciennement, maintenant qui est AES, accompagnant éducatif et social. Ah ouais, ils ont changé l'appellation. Voilà, ça a changé d'appellation. En fait, c'est un générique, ils ont regroupé les auxiliaires de vie, les aides-soignants, dans la même formation. Je trouve ça plutôt assez bien. Ouais. Et donc j'ai évolué au parcours sur les 27 ans. J'ai travaillé avec les adultes TSA pendant 15 ans, et ensuite j'ai travaillé dans différentes structures, notamment dans les CESAD et dans les classes. Donc j'ai pu travailler aussi avec des enseignants dans les ULIS, où moi-même j'étais éducatrice. Par la suite je suis devenue éducatrice spécialisée. Aujourd'hui je suis responsable pédagogique et qualité, formatrice aussi. Donc mon rôle aujourd'hui dans un IME, c'est si vous voulez, de coordonner un petit peu les équipes, qu'elles soient éducatives, pédagogiques et scolaires, au sein de mon IME, mais également je fais aussi le lien entre les inclusions scolaires sur l'extérieur. Donc j'ai beaucoup d'échanges, avec les enseignants qui animent les cours en ULIS. Et c'est pas simple, parce que les enseignants, c'est vrai que la plupart du temps, pour la plupart, sont pas suffisamment spécialisés. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Oui. Manque d'outils énormément. Même au sein de l'IME, la formation alors au sein de l'IME, non, ça va, puisqu'on leur donne une formation pour chaque niveau professionnel. Tout le monde est formé. Moi-même, je fais de la sensibilisation à l'autisme, mais pas que, les psychologues aussi. Mais c'est vrai on peut tous les former, etc. Mais sur l'extérieur, c'est plus compliqué, parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants ne sont pas formés, ne disposent pas des outils adéquats par rapport aux jeunes. Donc en fait, nous, professionnels, c'est en fait de faire le lien avec les enseignants, de venir faire des sensibilisations à l'autisme, de présenter un kit d'outils aussi pour aussi les utiliser en classe, parce que le jeune, quand il utilise les outils à l'IME, il faut qu'il puisse les généraliser aussi bien dans son ULIS que dans son milieu qu'à la maison, parce qu'on sait très bien que les autistes ont un défaut d'initiative, un défaut de généralisation dans les outils. Ça, c'est un Donc grand c'est problème, de généraliser un petit peu tout ça au sein des ULIS. Ouais. Après, il faut savoir aussi, parce que moi j'ai assisté à plusieurs réunions, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais que Sophie soit là pour parler justement de ce fameux GEVASCO, tu sais, qu'on remplit à la fin de l'année pour statuer le destin de chaque enfant autiste. Et donc ça, les référents complètent, ils mettent aménagement scolaire, préconisation, il y a tout plein de choses et tout qui est noté, mais après en réel, dans les faits, il n'y a pas grand chose qui est fait, sauf si par chance il y a un professeur ou un instituteur qui est assez curieux et qui a envie un peu de faire bouger les choses. Il y a des créations d'outils, etc., qui sont faits sur place, mais sinon moi j'ai rarement vu des GEVASCO respectés.
en toute honnêteté. Alors je te rejoins parfaitement Zora parce que moi-même j'assiste avec les enseignants à l'IME où je travaille avec la référente de l'éducation nationale lorsqu'on fait les GVASCO donc en présence aussi des familles bien évidemment et lorsqu'on on conclut sur une notification en disant voilà il pourra faire une inclusion dans le milieu ordinaire ou dans une glisse, très bien, on envoie la demande et c'est souvent non par manque de place. Donc, quelque part, comme disait Nora tout à l'heure, on vend un peu du rêve aux parents. Oui, puis on tourne en rond en fait. Il n'y a pas vraiment de solution qui est. Et du coup, les enfants qui ont un gros potentiel scolaire, qu'il soit artistique, on parlait de la musique, eh bien, les années passent et en fait, ils perdent tous leurs prérequis scolaires, leurs acquis. Voilà, les années passent. Ouais. Et voilà, parce que c'est pas les parquets dans les IME qui pourront progresser. Nous, on fait le maximum en tant qu'éducateurs, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin aussi de développer leur potentiel dans le milieu ordinaire pour être tirés vers le haut aussi. Tout à fait. Et de plus dépendre justement de l'adulte. Voilà. Oui, parce que quand on a un enfant autiste en classe et on va lui proposer un travail donc de l'instituteur et que c'est pas un travail qui est adapté pour lui, il va être sous-évalué. Donc déjà, il démarre mal déjà en fait à la base. Il peut même pas son potentiel, on peut même pas l'exploiter. Donc c'est pour ça qu'il faut que les préconisations scolaires soient vraiment mises en place et très rapidement. Qu'il y ait des cahiers de transmission qui soient mis entre l'instituteur, l'AVS, les parents, parce que ce sont les parents qui sont les premiers experts de leurs enfants. Absolument. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que souvent, on les met de côté et ils sont souvent minés, etc. Alors que c'est eux qui les connaissent le mieux, ils connaissent tous les détails. Et eux, ils peuvent être d'une richesse extraordinaire parce qu'ils peuvent aider l'instituteur à savoir, par exemple, je sais pas moi, si l'enfant il a mal dormi ou si il a un nouvel objet, un nouveau renforçateur qu'il peut utiliser en classe pour le motiver, pour travailler. Enfin, c'est des petits outils. C'est une question de bon sens en fait. Ouais, et on manque de bon sens en fait dans les écoles. Problème dans sa vie qui fait que ça perturbe beaucoup à l'école. Oui, parce que c'est des éponges, ils absorbent beaucoup, donc il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de... C'est très important de tout ça soit communiqué. Ouais, absolument. Tout à l'heure, Françoise, tu évoquais la scolarisation. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant qui dispose d'une heure et demie de scolarisation, est-ce qu'il est scolarisé finalement? Pour moi, non. Donc non, on est d'accord. Cependant, quand vous accueillez, tout à fait. Cependant, quand vous accueillez dans une structure jusqu'à 50 jeunes de 6 ans jusqu'à 23 ans, bon, tout le monde, voilà, pour ceux qui ont un potentiel scolaire avéré, puisqu'il y a eu des évaluations scolaires faites au préalable, comment voulez-vous, il y a 2 enseignants par exemple dans ma structure, comment voulez-vous qu'ils prennent en charge tous les enfants? Donc c'est vrai, maintenant on essaie de trouver des solutions, parce qu'on est là aussi pour ça. C'est vrai que par exemple la directrice actuelle, ma direction, a trouvé une idée, j'ai trouvé ça plutôt bien, donc de prendre en plus des personnes en service civique. Donc du coup on a recruté la dernière 2 personnes en service civique, ce qui nous a permis de monter un petit peu, de gonfler un petit peu l'effectif en classe des jeunes, puisque voilà, les services civiques viennent là en soutien scolaire auprès de l'usager, avec l'enseignant. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions. Et pour répondre favorablement aux parents, parce que les parents, ils sont derrière en disant « moi, mes enfants ont un potentiel scolaire », et c'est vrai, mais parfois, c'est pas évident de répondre favorablement à la demande. Parce que quand on dit scolarisation, il faut qu'il y ait une régularité du lundi au vendredi. Si c'est pour faire du scolaire juste une journée et après le reste du temps il n'a plus de scolarité, ça n'a aucun sens pour l'enfant. C'est très bien que les outils sont très ritualisés et c'est important de se fixer un objectif par semaine et voilà, de faire le même sur toute la semaine. S'il n'est pas acquis, qu'on continue, que de s'éparpiller à mettre en place plusieurs objectifs. Effectivement, il y a aussi beaucoup de parents qui accompagnent leurs enfants et qui sont limite harcelés par l'école. Enfin, d'appeler, si un enfant a un trouble du comportement, on appelle tout de suite la maman. Je pense qu'on t'avait appelé plusieurs reprises. Notamment, en fait, on a parlé des formations, le manque de formation des instituteurs, des AESH, mais aussi il faudrait aussi former tous les centres de loisirs. C'est très important parce que les enfants peuvent être accueillis au centre de loisirs, des fois avec difficulté, mais ils peuvent être quand même accueillis. Et je pense qu'il faut vraiment travailler autour de ça, autour de la sensibilisation, ne serait-ce que de comment travailler avec cet enfant, comment l'accueillir. Et moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, ce serait après, voilà, c'est à mon avis, ça ne sera pas tout de suite, ce serait faire des formations en continu en fait des AESH et des instituteurs, parce que chaque enfant que vous rencontrez, en fait, chaque enfant autiste est différent, donc du coup, il y a en plus avec toute la partie
Il y a aussi la sensorialité à prendre en charge aussi de l'enfant, qui fait oui, c'est très important parce que qui fait vraiment la différence, parce que on peut plus parler d'autisme sans parler de sensorialité, c'est impossible. Parce que justement le livre que je vais vous présenter tout à l'heure qui parle d'autisme dit que 100% des enfants autistes ont des troubles sensoriels. Donc c'est 100%, c'est-à-dire que on est obligatoire, on doit absolument faire des bilans sensoriels de ces enfants pour apprendre à mieux travailler, à mieux les accueillir et aborder les problématiques de différentes manières en fait. Absolument. Et de partir de la base pour pouvoir aider l'enfant à progresser. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que quand on parle de sensibilisation, c'est vrai que par rapport au milieu ordinaire, j'ai des exemples dans ma structure. Il y a des enfants qui intègrent justement le milieu ordinaire. C'est vrai qu'il y a des parents d'enfants neurotypiques, j'ai envie de dire, qui s'opposent un petit peu à la venue des autistes. Et dans un sens, on peut les entendre, mais si nous, professionnels, nous rendons sur place, nous faisons de la sensibilisation à l'autisme, leur expliquant que les autistes ont besoin aussi des enfants neurotypiques pour évoluer, mais les enfants neurotypiques, ils peuvent y trouver leur compte, parce qu'eux aussi, on peut par exemple les nommer en tant que tuteurs. Tout à fait, ça peut faire un travail de l'estime de soi, de valorisation pour eux, des responsabilités, les responsabiliser dès le plus jeune âge. Il y a des tas de solutions à trouver, c'est de s'asseoir tous en équipe, tous ensemble, des équipes pluridisciplinaires, milieu ordinaire, milieu spécialisé, etc. On peut trouver des solutions tous ensemble. Et très souvent, les enfants le font naturellement. Moi, j'ai accompagné dans les écoles et il y avait un enfant qui utilisait le PEX, un système de communication par échange d'images. Et souvent, j'avais une petite fille qui venait voir justement l'enfant. Elle lui donnait le classeur, elle lui montrait, elle lui enlevait l'image, elle lui donnait. Enfin, c'était touchant en fait. C'est vraiment la pureté des enfants, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser dans les écoles, parce que c'est ces enfants qui seront les adultes de demain. Donc, et eux, ils sont beaucoup plus bienveillants que nous, les adultes, malheureusement. Et puis ça en fera peut-être des futurs éducateurs. Oui. Oui, et puis c'est vrai, non, mais des gens bienveillants envers la différence. C'est ça. Absolument. On a vraiment besoin dans notre société, moi je trouve, de bienveillance. Oui, tout à fait. C'est la base. Qui n'est pas assez utilisé, qui n'est pas prôné. Moi je trouve que la bienveillance, c'est déjà le regard qu'on porte sur l'autre et qu'on accepte l'autre dans sa différence. Sa différence, et tout à fait. Si j'osais, mais je ne sais pas trop, mais je vais le faire quand même. C'est pas très difficile finalement après d'accueillir. Parce qu'on parle beaucoup, excusez-moi, je vais être un petit canard, mais on parle beaucoup d'intégration, d'inclusion et tout ça. D'inclusion, etc. Moi je préfère le mot accueil. Accueil, oui, c'est très joli. On parle des villes. Et pourquoi ne pas parler des villes accueillantes? Parce que déjà le mot d'inclusion et d'intégration, quelque part, ça crée une scission, ça crée une espèce de marginalisation, vous voyez. Enfin, moi je joue peut-être un peu sur les mots, je suis assez attachée à tout ça, mais vraiment, je trouve qu'on est sur une situation où on doit accueillir l'autre. Tout à fait. Et c'est une dimension que je trouve, moi, un peu trop absente par rapport aux discours qui sont tenus. Voilà. Le mot accueil est plus doux. Ah oui, beaucoup plus doux. C'est vrai qu'il Parce qu'avant, ils utilisaient le mot intégration. Le mot intégration, on l'a vite banni. Mais et inclusion, c'est devenu un peu à la mode. Donc, du coup, on ne sait plus trop, c'est plus quel terme employer. Avec mon prof et mes psychologues, je parle d'accueil. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je voulais appeler, comme je ne peux pas appeler, donc je vais parler en son nom. Je voulais appeler Shamseddine Belkayat, je ne sais pas si tu connais Lilia. Non, il est président de Blue Network, il y a le site internet noté, Blue Network qui est Bleu Inclusion. Et donc vous pouvez trouver en fait ce site internet, vous pouvez trouver en fait des livrets, un livret de scolarisation à télécharger, donc qui est très précis et qui peut aider les accompagnants, les AESH. Et il y a aussi des e-learning donc sur l'accompagnement donc en vidéo, donc on voit la psychologue qui présente un peu tout ce qui est scolarisation, sensorialité, c'est assez bien fait, ça dure 5 minutes, c'est très clair et je trouve que c'est bien de mettre en avant ce site parce que il y a beaucoup de ressources dedans et puis il y a aussi des échanges, il me semble, entre en fait il y a des éducateurs qui peuvent mettre leur annonce sur le site et des parents donc qui ont un enfant et qui cherchent quelqu'un, donc ça peut correspondre, ça peut matcher et voilà, donc je voulais mettre en avant parce que je vais bientôt faire une collaboration avec lui, donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant par rapport à la BD que j'ai faite et voilà, je voulais en parler, je voulais l'introduire.
Voilà. Donc Nora, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à, je sais pas, tes souhaits futurs, par rapport à Iliane? Mes souhaits futurs. Par rapport à... J'en ai pas mal. Hein. Bah ouais, je sais, mais... J'ai un gros sac. Les grandes lignes, bah ouais, on aimerait bien qu'il revienne chez toi, ça c'est sûr. On aimerait bien qu'il soit près de toi. C'est un vrai déchirement, et lui aussi. Ah oui. Et c'est une double peine quoi pour lui. Déjà, il est éloigné, plus c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, est-ce que il a réussi à s'adapter rapidement? Tu sais, est-ce qu'à chaque fois, il te fait, par exemple, quand tu le raccompagnes les week-ends, est-ce qu'il te fait des petites colères ou bien est-ce qu'il a commencé à... C'est un rituel, voilà. Donc c'est quand même important d'en parler. On a le psychologue a essayé de trouver des solutions en lui disant écoute, tu peux venir au bureau avec moi, on joue aux cartes. Non, Iliane ne veut rien savoir, veut s'isoler dans sa chambre et se mettre sous sa couverture et pleurer toutes les larmes de son corps. Voilà, donc, mais après, une fois 30 minutes passées, il rebascule, il retourne à son repas. Donc, comme on arrive à 16h30 là-bas, donc après à 18h30, c'est l'heure du repas pour eux. Donc, après, ensuite, il retourne à sa vie quotidienne, on va dire, à l'internat. Donc, après, tout se passe bien. Parfois, il m'appelle quand il a des petits manques. Maintenant, il sait... c'est super, c'est aussi l'avancée, ça. Ça, c'est super. Ouais. Donc, le mercredi, ils ont mis en place, il a le droit à un appel le mercredi et le samedi. Donc, il m'appelle... ça dure pas 1 heure. Il va droit au but. Voilà, oui. C'est quand tu viens me chercher. Attends, c'est déjà bien. Voilà, c'est combien de dodo, quand maman tu viens chercher. Donc après, je lui explique. Allez, salut maman. Voilà. Il est rassuré. C'est ça, il est rassuré. Il a besoin que... Être sûr que sa maman va venir me chercher. Exactement. Avant, il comptait ses vêtements. D'accord. Donc, c'est une bonne stratégie. C'est ça. Il avait parce que moi je me posais la question comment il sait que je viens le chercher tel jour et tout. Et ensuite j'en ai parlé au psychologue. Je dis mais comment il sait? Vous lui dites il y a un planning et il m'a dit vous doutez bien qu'il n'y a pas un planning pour chaque enfant quand même. Il y a pas, je crois qu'ils ont 160 élèves voire même plus. Il m'a dit vous vous doutez bien qu'on fait pas ça. Je dis oui, je me doute bien. Je dis mais comment il fait? Il m'a dit on sait pas. Donc après il y a une dame qui s'occupe d'eux, une dame de service, on va dire ça comme ça, qui m'a dit mais c'est simple, Iliane compte ses vêtements. Voilà. Et en fait comme il sait pas choisir mettre un pull, il peut mettre un short et qui fait -4, ça va pas le déranger. Donc moi je lui fais et en fait c'est comme ça qu'il s'est repéré. Donc moi je prends un pantalon, je mets dans le pantalon pull, slip, chaussettes, je referme. D'accord. Donc je fais plein de tas comme ça. C'est une organisation. Une stratégie. Voilà. Non mais c'est très Et bien. ensuite quand il arrive à l'internat, donc les dames de service lui déballent sa valise dans son armoire. Ouais. Et donc lui, il s'est amusé à compter combien il lui reste de vêtements pour savoir quand est-ce qu'il va rentrer à la maison. Combien de dodo. Ils sont quand même futus. Mais il y a quelqu'un qui est en train de créer ça, je crois, une sorte de valise. Il y a une personne, Zora Dali, je crois. Si je dis pas de bêtises, Zora Dali. Il faudrait que je te mette en contact. Ah ouais. Zora Dali, je crois, a mis en place une sorte de valise qu'on met en place, que par exemple Iliane pourrait mettre en place avec toi, et avec une fiche et tout, très bien expliqué et tout. Et je pense que ça rentrerait bien dans le cadre. Ah oui, parce que lui, il est très... Et c'est très précis, etc. Et il sait comme exactement le nombre de jours qui lui manque, ce qu'il va mettre tel jour, etc. Et c'est très bien fait. Là, c'est Zora Dali. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que il savait quel jour il allait rentrer. Parce qu'une fois, j'étais arrivée un petit peu en avance, et puis il était dans la récré, puis il disait aux dames aux éducatrices, je rentre à la maison, maman va venir me chercher, maman va venir me chercher. Et c'est là que j'ai dit, mais comment il sait que je viens le chercher aujourd'hui? Et la maîtresse m'a dit, bon, on travaille avec les jours de la semaine, parce que tout ça, il les connaît. Mais ça n'a pas forcément de sens pour eux. Oui, voilà. Et puis moi, à la maison, je lui dis, à chaque fois qu'il monte dans la voiture, je lui dis combien tu restes de dodo chez maman. Donc il est au courant qu'il fait 2 dodos et il arrive
bien à se repérer dans le temps parce que du coup, il sait qu'il fait 2 dodos, mais le dimanche, il fait quand même sa crise. D'accord. Il donne ça en cadeau quand même. Je m'entendais pas ce que tu dises ça. Il monte le vendredi dans la voiture. Je lui dis combien de dodos il y a 2 dodos. Je dis d'accord. Mais quand Ok. même. Mais le dimanche, Oui, il aura droit. à 13h30, quand je dis allez, on y va, il sait que je vais le déposer parce qu'on part à 13h30. Donc à 13h30, il va faire sa douche, il va tout faire son rituel parce qu'il a besoin de faire tout ça. Il prend son nounours, donc il a un petit nounours qui s'appelle Teddy. Donc même Zora a fait dans le livre, elle a copié. J'ai pas fait exprès. Voilà, c'est donc du coup, Iliane prend son Teddy, il sait qu'il va à l'école, mais arrivé à l'école, Il fait quand même. voilà. Ce sont des espoirs. C'est un besoin. Donc il me dit non, je veux rentrer, je veux rester à la maison. Et c'est vrai que pour moi, maman, au début, c'était très dur parce que je prenais ça comme... je me sentais mère indigne, je culpabilisais. Comme une punition, ouais, limite. Voilà. Ouais. Et après, limite, je me disais, j'abandonne mon enfant, quoi. Et c'est vrai que combien de fois sur le chemin en partant et le laissant pleurer, crier, je me suis dit plein de fois, je fais demi-tour et je vais le chercher. Ouais. Mais et je l'ai déjà fait et le psychologue m'a dit mais vous n'allez pas l'aider en faisant ça. Oui, c'est ça. Voilà. Surtout pour le début. Parce que ça va renforcer en fait son trouble du ça. comportement, ça va le renforcer et à chaque fois que vous viendrez, il fera la même crise à chaque fois. C'est ça. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vrai que par rapport aux personnes autistes, c'est vrai que moi j'ai envie de dire par rapport, et on se le dit nous entre éducateurs, c'est vrai que de faire à leur place des choses comme ça, des choses toutes bêtes, de faire à leur place à chaque fois, c'est pas de leur rendre service parce que sinon on va les rendre dépendants de l'adulte en permanence. C'est vrai qu'on aurait tendance à les aider, à vouloir mettre leur assiette, etc. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui, c'est de faire absolument des activités déjà fonctionnelles avec eux, qui va leur rendre service pour plus tard. Ouais. Si on Travailler dans emmène un l'environnement. enfant en classe, si c'est pour lui apprendre, si on l'emmène en classe pour savoir lire et écrire et de ne pas pouvoir le retranscrire, ça sert à rien. Si on lui apprend à compter jusqu'à 5 et l'enseignant, il transmet cette compétence à l'éducateur et dit voilà, cet enfant sait compter jusqu'à 5, très bien, l'éducateur va le tester, va l'emmener à la boulangerie et va acheter du pain. Voilà, tu as 5 €, va acheter du pain. Il faut vraiment faire des activités fonctionnelles au niveau que ce soit l'autonomie domestique, l'autonomie personnelle. Ouais, très important. Travailler beaucoup la communication expressive, réceptive pour ceux qui ne communiquent pas, comme le soulevé Zora, il y a le classeur PEX, donc le système de communication par échange d'images. Et quand Il y a le Macathon Nora, tu aussi, disais, il y a beaucoup de par choses, rapport Macathon, comment et le Macathon, la langue bien des sûr, la langue ceux des qui parlent de signes. Macathon, les en a iPads, beaucoup. il y a plusieurs. Il y a bien Tout est d'applications adapté. aussi. En fait, tout est à réinventer pour chaque profil. Parce que c'est vrai que dans l'autisme, il y a des milliers de formes d'autisme. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais connaissent, ou ils ont tendance à faire référence aux autistes uniquement Asperger. C'est vrai. C'est lourd, hein. Donc Soit voilà, autiste c'est un peu lourd. Asperger, ou soit pour eux, les autistes sont des enfants qui frappent ou qui se tapent. Voilà, c'est la c'est seule ça. référence qu'ils ont. Alors qu'on a, voilà, c'est ça. Alors qu'on a aussi bien des musiciens. Moi, j'en ai connu qui ont fait du théâtre. Moi, j'ai monté des spectacles de danse avec des adultes il y a fort Super, longtemps. On a fait des spectacles de fin d'année. On avait des pianistes. On avait un jeune autiste qui jouait de la harpe chaque année, fin d'année. Enfin, voilà, il jouait devant tout le monde. Et ce que je veux dire par là, votre fils, Nora, il a trouvé une stratégie. C'est en comptant les habits. C'est bien parce que vous super avez idée, hein. organisé les choses. Mais pour d'autres, ça peut être que ce soit dans la structure ou à la maison, de faire un petit planning et puis de barrer à chaque fois, voilà, il reste tel jour à la maison, on barre, de le faire participer, de le rendre acteur de ce qu'il fait. Ah mais c'est ce qu'on a fait. Voilà, de faire ça et dans l'autre sens pareil. Quand il est à l'internat, voilà, à partir de demain, tu vas à la maison, on met la photo de sa maman. Voilà, demain, c'est maman pour ceux qui ne sont pas verbales, qui ne peuvent pas exprimer. C'est ritualisé, mais ça les rassure. Ouais, c'est ça. Parce que Et tout ça changement, diminue les troubles ouais. du comportement. Tout de changement, moitié. tout changement Ah oui. est source d'angoisse. Hein, donc, Et tout changement, et justement, On est en plein dedans. voilà, là, il y a un déménagement là. voilà. Il faut prévoir la prévisibilité, c'est important chez eux. Même si on change, par exemple, il y a une activité qui n'a pas lieu, on le laisse pas dans la frustration en disant non, aujourd'hui il n'y aura pas de musique.
Non, on le remplace par une alternative. Il n'y a pas musique, mais on te propose ça. Pareil pour un éducateur. Ton éducateur n'est pas là aujourd'hui, mais tu as celui-là à la place. Il faut qu'ils se repèrent. Il faut qu'ils sachent leur déroulement de la journée. Parce qu'ils sont ritualisés pour pouvoir anticiper, pour pouvoir être assurés. Parce que rien que d'avoir un planning au quotidien, ça diminue les troubles du comportement de oui, et puis tout l'aspect visuel est très important pour les autistes. Et ça permet de bien structurer. Le titre, ça fonctionne très très bien. Franchement, honnêtement, le titre, ça change un petit peu la donne. C'est nickel. Je vois qu'il a son petit truc à l'école avec ses petites images. Ensuite, dès qu'il termine l'activité, il range. Il a des petites boîtes de rangement, etc. Il fait son activité, la range. C'est très structurant. Et justement, on parlait, Lilia, de stratégie éducative. Donc en fait, tu disais qu'il fallait trouver du sens, que ce soit fonctionnel, etc. Et on a plein de stratégies éducatives aujourd'hui. Il y a beaucoup de méthodes. Donc la méthode ABA, il y a Teach justement, il y a le Floor Time, Sunrise, SACAD. Donc on en reparlera aussi dans une émission. Il y a des tonnes d'alternatives et à adapter à chaque fois en fonction de l'enfant. Voilà. Parce que moi j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai fait beaucoup au sein d'une association. J'ai fait beaucoup la méthode ABA. Et c'était beaucoup du travail à table en enchaînant des activités. Et au bout d'un moment, ça commençait un petit peu ça commençait à me frustrer, à me bloquer parce que j'ai l'impression d'être un petit peu un robot. Et l'enfant en face, c'est encore pire parce qu'on pense l'aider, mais au final, entre guillemets, on l'abrutit un peu. Je dis pas que la méthode ABA n'est pas bien, mais qu'il faut l'adapter en fonction de chaque enfant. C'est pareil pour toutes les méthodes. Et limite, je vais être encore plus comment dire, je vais dire quelque chose de beaucoup plus large. Il faudrait éventuellement une méthode pour chaque enfant en fait. Il faut vraiment développer la flexibilité des professionnels. Il faut vraiment aussi se rendre et puis savoir aussi qu'on fait des fautes parce qu'on se trompe et on se trompe beaucoup. Oui, mais on le dit comme ça, mais certains professionnels vont pas forcément avoir cette intelligence-là. Et je pense qu'il faut aussi former aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se trompe, on va faire autrement et on va essayer de réfléchir pourquoi on s'est trompé. Justement, on parlait de sensorialité. C'est souvent lié à la sensorialité. C'est souvent lié. Moi, j'avais un enfant qui a enlevé ses chaussettes tout le temps. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris des années après. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn dessus. Et parce que les chaussettes, les coutures à l'intérieur le grattaient. Et je l'ai su très très longtemps après. Donc des années après. C'est des choses toutes bêtes. Et en fait, ça empêche aussi le travail à table, ou le travail qu'on va lui proposer. En fait, il ne pourra pas se concentrer. Absolument. Moi, je vais aller plus loin. Je me dis quelquefois que chaque intervenant avec ces enfants-là devrait maîtriser toutes les méthodes. Au contraire, et dans chacune des méthodes, prendre ce qui va bien pour l'enfant dont on sort. Je pense qu'une fois qu'on connaît l'enfant, on est amène à créer beaucoup de choses et des fois on se surprend même à faire des choses que on ne pensait pas faire. Et c'est beaucoup de créativité en fait. Et c'est ça c'est pour ça moi ça me passionne l'autisme parce que ça permet de développer cette créativité. Bien sûr. Donc voilà. Créatif en permanence. Voilà. Non mais c'est ça que ce milieu-là c'est aussi expérimental. C'est bien pour nous, pour les parents, on découvre des choses, on avance à tâtons un petit peu avec eux. C'est ce qui est passionnant. Quand ils font des progrès, c'est une victoire et pour nous et pour les parents de leur dire la fierté, etc. Mais c'est vrai que nous, professionnels, c'est aussi de leur permettre de mettre du sens dans ce qu'ils font. Oui. On ne peut pas dire à un enfant autiste, travaille bien, maman va être contente. Ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, il y a certaines personnes peuvent dire que c'est assez rébarbatif, mais quand on les récompense, on leur dit voilà, tu vas travailler, si on fait des évaluations et voilà, on voit que la personne aime bien écouter de la musique, du Chopin, ou avoir du chocolat, et il va mettre du sens parce que c'est son centre d'intérêt, donc il va bien travailler, il va bien le faire. C'est quoi notre objectif à nous professionnels? C'est qu'il arrive à atteindre cet objectif. C'est pour le faire progresser, le rendre le plus autonome possible dans son autonomie scolaire, etc., quelle qu'elle soit. Moi, une fois, j'avais proposé ça, je suis désolée, j'avais proposé ça à une maîtresse, à Iliane. Et en lui disant, si vous voulez qu'il travaille, il faut le récompenser. Ouais. Donc Iliane, à l'époque, il aimait bien les bulles. Elle m'a dit le récompenser comme un chien, en fait. Voilà. Oui, parce que ça a été la méthode ABA a été longtemps décriée par rapport à ça. Et du coup, j'ai dit, mais alors on a tous été récompensés comme des chiens. On a eu des bonnes images quand on était petite. J'ai eu des petites images. Moi aussi, les bons points. On avait des bons points. Un tableau d'honneur. Voilà. C'est pas donc. Tableau d'honneur. Mais moi, quand je vais dans les écoles, quand je fais la sensibilisation à l'autisme, parce que j'interviens en tant que jury, je vais dans les écoles pour faire de la sensibilisation à l'autisme. Les étudiants, la première chose qu'ils me disent, ouais, les méthodes ABA, c'est rébarbatif, c'est du dressage de chiens, c'est comme des
croquettes. C'est ça. J'ai fait, ah bon? J'ai dit, moi, je suis passionnée par mon travail, certes, mais je travaille pas pour la gloire. J'ai quoi en récompense? Je travaille aussi pour un salaire. C'est pas une récompense, ça? Je leur dis plein de choses comme ça. La structuration. Voilà, la structuration, je leur dis, bah, écoutez, on va enlever, je vais enlever les pendules, on va cacher les portables, vous allez voir si vous n'êtes pas structuré. Vous aussi, vous êtes structuré. Vous n'avez pas des panneaux d'affichage à l'extérieur pour vous montrer, voilà, les rues, les machins. Et là, ça commence à réfléchir un petit peu. Mais il faut qu'ils comprennent que nous, notre but, c'est de les amener vers le haut, les autistes. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Tout à fait. Mais bon, voilà, ça se discute, quoi. Il faut, voilà, il faut vraiment discuter. À l'heure actuelle, il y a matière à bien les faire avancer. Et notamment, moi, je devais appeler Gaëlle Regnault. Donc, toutes les personnes que je devais appeler, j'ai pas pu les avoir. Mais elle, je pouvais pas l'avoir aujourd'hui. Et Gaëlle Regnault, elle a comme application Learn Enjoy. Le site internet, c'est Learn Enjoy. Et tu connais? Oui. Ouais, j'ai fait la formation. Et c'est pour rebondir sur les activités qu'on peut faire. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a 2 applications. Il y en a une pour les maternelles et une, je pense qu'on l'avait utilisée avec Yann, mais je me rappelle plus. Une pour dans les maternelles et une pour les primaires, donc de CP à CM2. Donc school et preschool et school, pardon. Et c'est des activités qui permettent de développer, de favoriser tout ce qui est activité cognitive, scolaire, sociale, avec des tracés, de dessins, de la discrimination visuelle, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Donc du coup, les professeurs en classe peuvent l'utiliser avec les enfants et ils peuvent justement évaluer l'enfant. Ça permet d'évaluer parce qu'il y a une partie donc dans ces applications où c'est indiqué guidance, pas de guidance, en travail en autonomie, etc. On a un vrai suivi. Et donc du coup, on peut même interrompre l'activité, on sait où on en est, et là, on voit l'avancée de l'enfant. Donc je voulais mettre en avant ça aujourd'hui, ce genre d'application. Il y a aussi Nikitalk, il y a beaucoup d'applications qui sont, je trouve, intéressantes et qu'il faut vraiment mettre en avant. Voilà, je voulais en parler. Voilà, c'est fait. C'est bien, tu l'as dit. Voilà, je l'ai dit. Et c'est vrai que de toute façon... il faudrait autoriser un peu plus à utiliser ça dans les écoles. Absolument. Ouais, dans les écoles parce que souvent les instituts sont réticents par rapport à l'ordinateur ou bien à la tablette. Mais pour les enfants dyslexiques, on l'utilise, l'ordinateur. Pour les enfants... même... Si c'est bien utilisé, c'est épatant. Oui. Ouais, après, voilà. Moi, je sais qu'en Belgique, ils utilisaient les tablettes, donc un petit temps, pas toute la journée. Oui, c'est pas toute la journée, bah oui. Et du coup, je sais que Iliane aime beaucoup l'ordinateur. Ouais. Comme beaucoup. Comme tous. C'est un fan. Tous les enfants qui confondent du neurotypique ou autiste. On est d'accord. Son ordi, c'est toute sa vie. Ouais, absolument. Je crois qu'il en prend... Je crois qu'il l'aime plus que nous, son ordi, parce qu'à peine il se cogne, il lui dit tu vas bien. Donc, mignon. Donc il a attentionné, hein. Tout le monde là, son ordinateur. Mais je sais que sa maîtresse, elle avait demandé à la direction que Iliane ait un ordinateur pour travailler en classe. Et j'avais trouvé ça super. Elle était vraiment investie, cette maîtresse. Et elle devrait venir en France. Ouais, ils ont des bons professeurs quand même en Belgique. Elle était vachement investie et pourtant Iliane, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle avait des longs cheveux, il lui a tiré les cheveux une fois, plus d'une fois, mais elle a pas lâché. Il a fait du poney avec elle. Lui, il voulait monter tout de suite sur le poney, pas faire trotter le poney. Ça a été dur pour lui faire accepter de faire trotter d'abord le poney et ensuite on monte dessus. Et elle a pas lâché le steak, quoi. Elle a pas lâché, et puis jusqu'à qu'elle arrivait, jusqu'à que Iliane, un jour est arrivée, a fait trotter le poney, et ensuite il est monté, et elle m'a dit, j'ai gagné, en fait. Elle était très... Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Même elle était contente d'elle. Si on leur demande des choses dont on sait qu'ils savent le réaliser, qu'ils peuvent le faire, il faut sûrement pas lâcher. Même, j'ai envie de dire aux professionnels, de m'adresser à mes collègues éducateurs, c'est vrai que même si, on utilise un protocole de telle manière pour un jeune pour atteindre des objectifs, s'il n'y arrive pas tout de suite, le jeune adulte, on va dire, parce qu'il y a aussi les adultes autistes, c'est pas grave. C'est vrai que c'est long, les progrès sont longs, ça prend du temps, mais il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout. Après plusieurs tentatives, si ça marche pas, comme disait Zora,
on s'interroge, on se pose en équipe, on se pose la question réfléchit, pourquoi ouais. ça n'a pas marché. Et ben on essaye de trouver une autre alternative, une autre démarche pour y parvenir. Si on sait que l'enfant a ce potentiel-là. Donc c'est plein de stratégies comme ça à réfléchir. Voilà, ça c'est vrai demande que du dans temps, notre ça milieu, demande, finalement, on doit réinventer, Ouais. se réadapter, etc. Tout à fait. Oui. Être à l'écoute. C'est vrai. Très Très à l'écoute, voilà déjà. Et observateur. Ouais. Et observateur, absolument. Bon, je vais vous présenter un livre que j'ai découvert. C'est un livre qui est écrit par Rachel Ouellette. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une éducatrice spécialisée canadienne. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est Autisme, la boîte à outils. J'aime beaucoup ce livre parce que, attendez, je vais vous le... parce qu'il est écrit de façon très très simple. Il explique vraiment bien le fonctionnement autistique, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas beaucoup du fonctionnement autistique, c'est-à-dire du fonctionnement intérieur de l'enfant, de comment il fonctionne. Et je crois que c'est la base de tout ce travail. Oui. Et elle montre vraiment comment peuvent évoluer les enfants sur différentes manières. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé sur la sensorialité, parce qu'ils ont des termes un peu, les Canadiens, je trouve qu'ils sont très jolis. Donc elle parle, je les ai notés, donc de tempête sensorielle, quand par exemple un enfant qui est en crise et tout, il a une tempête sensorielle, ou bien de pause préventive, parce que c'est des enfants qui ont besoin en classe, qui sont quand même submergés par tous les bruits, que ce soit par la cour de récréation, ou quand les enfants vont dans les couloirs, à la cantine, etc. Il faut une pause préventive, soit avant, soit un peu après, qu'il puisse se retrouver l'enfant, et je pense que c'est important. Et ouais, c'est des petites scénettes, c'est très facile à lire. Il n'y a pas de la théorie. Moi j'aime bien les livres pratico-pratiques. Voilà. Et celui-là, franchement, c'est un petit coup de cœur. Franchement, très bien. C'est intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant. Donc, si vous avez un dernier mot à ajouter avant que je puisse faire la conclusion, parce que c'est bientôt terminé, ça passe vite. Ben moi j'ai envie de dire que les professionnels, nous, c'est surtout auprès de ces personnes autistes, c'est de développer leur potentiel de chacun, en développant leur potentialité, en développant aussi leur autonomie, qu'elles deviennent fonctionnelles, de les faire progresser le plus possible et de les intégrer aussi dans les ULIS au mieux, qu'il y ait une meilleure collaboration aussi avec les enseignants dans les ULIS, et de nous permettre aussi, nous, de se déplacer et de faire une sensibilisation à l'autisme, aussi bien auprès des enfants neurotypiques que des enseignants, et puis voilà, de présenter qu'un jeune autiste a autant besoin d'eux que eux ont besoin de lui pour un travail de valorisation et de socialisation. Je voudrais juste te remercier, Zora, de m'avoir invitée. Je rends toujours hommage aux parents, parce que je trouve que vous faites un métier, parce que c'est vous les meilleurs professionnels finalement, c'est vous, et puis mes collègues éducateurs, voilà, qui font un travail au quotidien remarquable, parce qu'on a des jeunes pas faciles aussi, mais qui progressent aussi. Ah oui, donc voilà. Moi, quand j'avais démarré au sein de l'association, j'avais des enfants quand même. C'était c'était limite un peu du catch. Hein, c'était difficile. Hein. Mais on était au tout début en fait. Ça date de 12 ans en arrière. Mais ouais, il faut s'accrocher, et puis il faut surtout y croire, quoi. Et remettre un peu d'estime et de confiance pour les parents. Et plus les parents seront confiants, et plus les enfants aussi pourront avoir confiance en eux, parce qu'on a souvent des enfants pendant les séances de travail qui doutent beaucoup d'eux, en fait, qui doutent beaucoup de leur capacité. Et on le voit en séance de travail. J'ai un enfant demain. Ça fait presque 1 an que j'essaie de le faire travailler en autonomie sur une activité simple. Hein. Il peut le faire, mais il a quand même besoin, il a quand même une certaine dépendance vis-à-vis de moi, alors que le travail, il le connaît. Donc il y a tout ce travail aussi à mettre en place autour de la confiance en soi, de l'accompagnement des parents sur la confiance et avec les enfants. Et tout ce travail nous permet à nous professionnels de leur apprendre à tous à avoir un comportement socialement adapté. Voilà. Oui, Déjà qu'ils n'ont pas la même lecture sociale déjà, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas évident. Non. Et toi, Françoise, ton dernier mot? Et moi, je voudrais dire deux choses. Une phrase de Tokiewicz qui nous dit ceci, que la pire insulte que l'on puisse faire à un autiste, c'est de le laisser croupir dans son autisme. Et je trouve que cette phrase, elle est très claire. On va regarder ça alors. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vraiment, il faut s'occuper d'eux le plus possible, les solliciter, avoir confiance en eux, surtout avoir confiance en eux. Et je voudrais rendre hommage, moi, aux mamans. On parle beaucoup des violences qui sont faites aux femmes, on parle de la violence conjugale, des violences psychologiques, etc. Moi, je trouve que le handicap, et l'autisme particulièrement, est une véritable violence qui est faite à ces mamans, qui pour beaucoup se retrouvent toutes seules, la plupart du temps, avec un enfant, je dirais, très compliqué, avec tout l'amour qu'elles ont pour cet enfant, la nécessité souvent de perdre son travail, etc. On est sur de la violence totale, psychologique, professionnelle, psychique,
financière aussi. Oui, ah oui, Il faut pas oublier. l'aspect financier est très important, parce qu'il y a le matériel aussi à acheter, à Bien renouveler sûr, régulièrement. financière, même pour vivre, simplement pour acheter à manger. Oui. Parce qu'il y a de grosses difficultés. Et je trouve que ça, on ne parle pas assez. Moi, je ne suis pas une féministe au sens basique du terme, mais je suis une femme qui défend les femmes quand même. Et je trouve qu'on devrait rendre plus hommage à ces mamans qui sont des femmes formidables. Et prendre exemple sur elles, ce sont des femmes qu'il faudrait mettre en avant. Non pas tout le temps, mais vraiment ne pas oublier. Oui. Le travail, Il y a, oui, il y a un travail aussi à faire de discours aussi au niveau des hôpitaux, les médecins. Et puis ne pas négliger les mères, ni Ouais. le père, ni Ouais. tout le monde. Le corps médical a de grosses responsabilités. Oui, éthique et déontologique, hein, parce que moi j'ai entendu des choses et les parents aussi ont entendu des choses pas très. Un gamin de 2 ans, on vous dit, quand on dit- vous êtes un gosse, vous le mettez Oui, dans- voilà, dans- donc voilà. Ouais, c'est ce que quand j'ai on- déjà entendu. Quand on entend ça, Ça fait quand même effectivement. c'est inadmissible. Et justement, pour dédramatiser tout ça, c'est bien aussi dans les différentes structures d'accueil, c'est d'organiser des groupes de parole, mais de parents. C'est-à-dire parce qu'on se sent moins seul à ce moment. Moi, j'ai participé beaucoup à des groupes de parole de parents d'enfants autistes. Et finalement, à travers ce groupe, il y a eu des échanges interactifs très intéressants. Finalement, il y a des parents qui découvraient que leur gamin, le gamin du voisin, faisait la même chose. Du coup, on se sentait moins seul. Et c'est comme ça qu'on tissait des liens entre parents. Et on se faisait des amis. Parce que la plupart des parents qui ont des enfants autistes ne sont jamais conviés chez les amis. Parce que déjà, notre pour aller au enfant restaurant, dérange. c'est, Et c'est ça. quand on fait des groupes de parole, on tisse des liens avec des parents, quelles que soient nos origines, conditions sociales, etc. Et je trouve ça beau à ce moment-là. Et du coup, on se sent moins seul, je crois. C'est ça. Et à l'extérieur, moi je sais qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se sont tissées, qui se sont nouées depuis ces groupes de parole. Donc c'est Moi, intéressant. je déménage bientôt et donc je vais habiter dans un petit village dans le 77 et ma voisine a un petit garçon qui était autiste. Alors quand mon jardinier m'a dit le petit garçon il est autiste et je peux pas faire du bruit le dimanche parce que bon, il est là, et ben j'étais ravie. J'ai dit waouh, trop bien. Donc j'ai dit trop bien, même si Iliane va aller dans le jardin du voisin, de la voisine, Ouais, eh ben ils vont rien dire. rien dire, voilà. Donc Oui, parce qu'il j'étais y a. ravie. Ah oui. Mais toute la journée Ouais, j'avais la... c'est un Oui, souvenir, parce que ce que tu soulignes là, il y a des. Pas parce des fois, il y a que des. son fils est autiste, Oui, hein, oui, non. non. Mais Non, mais. parce que j'étais contente de On voir se que... sent moins seul aussi. C'est Et ça. puis même pour le petit. Il a un C'est copain, exactement. voilà. Et j'étais... C'est quel âge il a Parce que. 5 ans, ben, je le connais. Ah, bah, c'est bien. Il me fait penser beaucoup à Iliane. Ouais. Énormément à Iliane. Donc, il a 5 ans, il est génial. Mais c'est vrai que quand on m'a dit, mon jardinier m'a dit, oui, il y a un petit autiste. J'ai dit, oh, trop Bah oui, bien. parce que. Et je me suis pas rendu compte. Oui, bah oui. Parce que parfois, en général, délicat, parfois, quand il y a un enfant autiste voisin, etc., des fois, il y a des problèmes de signalement, il y a des gens qui ne savent pas. Bien sûr. Et souvent, il y a des signalements. C'est écrit, c'est tout Ouais. ça. Et moi, je voudrais rajouter une chose par rapport à tout ce que vous avez dit, donc par rapport aux parents, etc. Moi, je voudrais mettre en avant aussi les frères et sœurs d'enfants autistes. Absolument. Et je ferai une émission où j'accueillerai que les frères et sœurs d'enfants autistes. Bah oui, parce que Ah, bah c'est moi oui, l'émission, c'est je vrai. fais ce que je veux, je vais les inviter, il faut les mettre en avant et Bah, écoute, avoir je leur t'enverrai discours. mon fils, hein. Noaïm, Noaïm, lui, il va bien parler. Eh ben, tu me l'as dit, il viendra. Il viendrait le chercher si tu veux pas venir. Il Donc sera voilà. ravi. Ouais. Donc je voulais mettre ça en avant parce qu'on n'en parle pas beaucoup et des fois des temps privilégiés, les parents n'ont pas forcément des temps privilégiés avec les frères et sœurs. Souvent le planning, enfin il fait en fonction de l'autisme Oui, et tout c'est autour vrai. on a voilà. Parents vivent en fonction Tout de le temps. Et souvent, Voilà. moi j'ai été confrontée à des mamans qui me disent avec mon fils autiste, j'ai pas de problème, mais avec bien sûr. notre enfant, et j'ai même entendu la souffrance des parents. Je préfère avoir 2 autistes que mon Ah enfant. ouais non mais c'est. Ah ouais, non, mais il y a une telle souffrance, Ah, il y a de mais tout, on s'en hein. rend pas compte. hein. Ouais bah non. Nous, plusieurs fois, on a sollicité les frères et sœurs de venir à la fête de l'école, etc. Ça libère un peu reste la parole. timide, quand Ouais. même. Ça Ouais mais reste c'est très important de timide. commencer. C'est dur de voir Ouais. leur enfant, enfin leur grand frère ou leur grande sœur, voilà, avec d'autres personnes. C'est ce qu'ils disent les frères et sœurs. On a déjà un frère ou une sœur Oui, comme ça, on ne voilà. veut pas en voir d'autres. C'est trop dur pour nous. Et Ça moi, s'entend, je sais ça. que Noaïm, une fois, était venue avec moi et puis on avait croisé un petit groupe d'enfants handicapés. Et du coup, on déposait Iliane à l'école et c'est vrai qu'il est resté les regarder et il avait peur. Il a eu peur. Je lui ai dit, mais ces enfants, ils sont comme Iliane, Ouais. Noaïm. Je lui ai dit, t'as pas à avoir peur. Ouais. Il me dit, oui, mais je les connais pas. Donc, Oui, c'est sûr que oui. Et puis, on a déjà... On en a déjà un. On en a déjà un. Voilà, c'est ça. Donc, Mais c'est pour ça que c'est important de les accueillir là et de libérer un peu la parole et de voir un peu leur comment ils pensent et comment ils voient un peu. Mais des fois, le ils les monde de envient. demain. Ouais bah Bizarrement. vous verrez en direct. Hein.
Dans les structures, d'inviter les frères et sœurs à participer à des activités avec leurs frères ou leurs sœurs. Ce serait déjà peut-être une ouverture. Ah oui. Et vice-versa avec les écoles, par exemple. Si on parle d'inclusion scolaire, de proposer à une école du même âge, une classe, de venir et de faire des activités avec des autistes. Non, c'est très important. Il faut continuer le travail de sensibilisation de toute façon. Nous, on a vraiment des artistes au niveau de la peinture, mais des choses extraordinaires. Il y en a qui posent des peintures dans des galeries, etc. Donc on ne s'en rend même pas compte. Un de nos élèves qui fait la peinture et qui expose au patronat. C'est bien ça. Bon, je vais vous faire le mot de la fin pour vous annoncer qu'on va démarrer des formations ici, donc en présentiel et en distanciel. Moi, je présenterai la partie autisme, la partie que je connais. Donc, la scolarisation, la sensorialité, comment jouer avec un enfant à besoins spécifiques. Je l'élargirai un petit peu plus. Donc, il faut regarder sur le site internet ou sur la page Facebook. Je vous remercie. Françoise, merci beaucoup d'être venue. Merci Lydia. Merci Nora. C'était un plaisir. Voilà, écoutez, à bientôt. Je sais pas si...